Alors, merci à Claude Janvier d'être avec nous parce qu'il a beaucoup à nous raconter. Je vous rappelle qu'au mois de juin, on va recevoir un petit livre sur le guide de survie. Alors, il y a les jeux de cartes, là, mais il n'y a pas le papier toilette. Moi, j'adore ça. Ça m'a fait beaucoup rire. Je crois que Claude a écrit un petit livre en réponse à ce guide de survie. Donc, il va vous en parler. Mais il a beaucoup d'autres choses aussi à nous dire sur l'état profond. Donc, Claude, merci beaucoup. Et à toi. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Et merci à vous tous d'être présents. Et encore une fois, merci aux organisateurs et organisatrices parce que franchement, je sais que c'est énormément de travail. Et je voudrais donc vous valider pour cela et aussi valider les buts et les objectifs de la Ligue nationale pour la liberté vaccinale. Bravo à vous. Alors, effectivement, bon, je vais vous brosser un petit peu un tableau général, moi, mais là, Emmanuel Macron m'a profondément énervé. Comment il nous a sorti, nous sommes en guerre, parce qu'il est toujours en guerre, lui, que ce soit contre les gilets jaunes, contre un virus ou contre maintenant les Russes, il est toujours en guerre. C'est une idée fixe chez lui. Et il nous dit, je vais vous sortir un petit manuel de survie. Sans blague, hein, sans blague. Il va nous envoyer ça, bon, mis à part le fait que quand même ça va nous coûter une blinde, hein, ça va nous coûter entre 10 et 20 millions d'euros. Bah oui, entre la conception, l'imprimerie et la distribution, évidemment, ça ne va pas coûter juste 10 000 euros. Donc, à l'heure où notre gouvernement cherche, soi-disant, de l'argent de partout, il va nous envoyer un manuel de survie pour nous dire que s'il y a une guerre, il va falloir se planquer dans la cave et faire provision, c'est-à-dire jusqu'au moment où vous allez crever de faim et de toute façon, vous serez obligé de sortir de la cave. Bon, bref, passons, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Donc j'ai voulu, voilà, j'ai fait ça un peu rapidement. J'étais pas du tout dans l'idée de sortir un manuel en réponse à son manuel de survie. Et j'ai donc fait une petite synthèse sur ce qui nous prépare, parce que ce qui nous prépare, c'est ça, c'est le nouvel empire européen et donc ce que l'on vous cache. Alors avant de rentrer dans ce sujet-là, je vais quand même vous rappeler quelques points fondamentaux et je vais aussi vous parler d'un livre que nous avons sorti il y a peu avec mon ami Jean-Louis Zambert, qui est un journaliste d'investigation qui a 50 ans derrière lui de journalisme d'investigation, à savoir L'abandon français. Quelque chose est pourri dans mon royaume de France. Bon, alors ça va être aussi, je vais revenir avec tout ça. Alors, pour ceux qui étaient là l'an dernier, je crois que je vous avais parlé donc des deux grands fléaux mondiaux, à savoir la haute finance internationale et les réseaux pédocriminels. Je ne vais pas m'attarder sur les réseaux pédocriminels, bien qu'il y aurait beaucoup à dire, mais il y en a d'autres qui le font encore mieux que moi, et de toute façon, je n'ai pas le temps de tout développer en l'espace d'une demi-heure ou 45 minutes maxi. Donc je vais plutôt axer tout cela sur la haute finance internationale, parce qu'en réalité, tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui avec cette affaire Covid, avec cette affaire OMS, eh bien, il faut quand même bien savoir que c'est piloté par au-dessus, par une oligarchie financière mondiale internationale. C'est-à-dire que, au-delà de tous les tourments que ce Covid-19 nous a tous infligés et continue à nous infliger, il y a des véritables commanditaires et des véritables donneurs d'ordre au-dessus qui ont un mépris viscéral envers les peuples de la Terre. Et je pèse mes mots, c'est-à-dire que vous n'avez pas affaire à des gens sains d'esprit, et c'est pour ça que je vais vous expliquer aussi leur idéologie mortifère et néfaste, parce que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, précédemment par exemple avec Léo et Corinne Lalo, évidemment, c'est très utile et très important comme information. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est pourquoi ils font cela. Quelle est leur idéologie pourrie derrière, leur idéologie mortifère et leur idéologie tout à fait psychotique? Parce qu'il y en a une. Donc je vais y revenir. Je vais y revenir un petit peu après. D'abord, je vais vous exposer effectivement les monstruosités financières qui nous gouvernent actuellement dans le monde entier et qui sont malheureusement pas près de disparaître, sauf si on y met bon ordre.
Alors vous savez, le monde de la haute finance internationale a profondément changé durant les 40 dernières années. On a vu l'émergence, et là vous connaissez tous les noms, on a vu l'émergence de BlackRock, qui est une monstruosité financière. Alors c'est étonnant parce que quand j'ai écrit mon livre Les Démasqués, qui traite de ce sujet précis, en septembre 2023, j'avais écrit dans mon livre que BlackRock, à l'époque, pesait entre 8 000 et 9 000 milliards de dollars d'actifs. Et en réalité, aujourd'hui, il pèse 10 000 milliards d'actifs. Donc, ce qui veut dire qu'en l'espace de même pas 2 ans, ils ont pris 1 000 milliards d'actifs supplémentaires. Ah, quand même. Alors BlackRock, c'est pas du tout, ce sont des fonds vautours. Ils veulent du bien à personne. Ils sont pas là pour faire de l'altruisme. Ils sont pas là pour aider les entreprises à prospérer. Ils sont là juste pour piller de l'argent, juste pour engranger encore et encore et encore de l'argent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock est actionnaire de toutes les grandes entreprises du monde entier, à part la Fédération de Russie, où pour l'instant BlackRock n'a pas mis un seul pied. La Chine, ils ont commencé effectivement à s'infiltrer dans les grandes entreprises chinoises, mais pas tout. Donc on voit bien, et pour le reste de la planète, il y a BlackRock. BlackRock donc, a entre 5 et 10% de toutes les actions des grandes entreprises internationales, y compris nos sociétés du CAC 40. Ce qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock, en ayant 5 à 10% des actions, s'assure la suprématie quasiment de l'entreprise dans laquelle elle est actionnaire. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait? Parce que 5 à 10%, c'est pas beaucoup. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre le mécanisme. Il faut comprendre que quand vous avez BlackRock qui est actionnaire d'une méga entreprise, on parle en millions de dollars d'actions, on ne parle pas en 10 000 dollars. Hein. Et puis, il suffit que... Je vais vous donner un exemple simple. Imaginez demain la réunion du conseil d'administration d'une entreprise X, grosse entreprise, hein, on est bien d'accord, hein, avec son PDG, son conseil d'administration, un émissaire de BlackRock, puisque BlackRock serait actionnaire de cette entreprise. Et voilà, alors le PDG pourrait dire, bon, bah, écoutez, voilà, les buts et les prévisions pour 2026 pour notre entreprise, bah, j'aimerais bien que nos buts et objectifs aillent dans cette direction-là. À ce moment-là, l'émissaire de BlackRock présent, il peut dire « Oh oui, nous, ça nous va très bien ». Ou il peut dire « Écoutez, on comprend, mais nous, on aimerait bien que vos buts et objectifs aillent dans ce sens-là ». À ce moment-là, le PDG de l'entreprise, il a 2 choix. Soit il dit « Oui, le problème est réglé », soit il dit « Non, quand même, hein, on va pas me dicter ce que je dois faire ». Et à ce moment-là, l'émissaire de BlackRock, c'est simple, il va lui faire une réponse politique, vous savez, avec du violon, du pipeau. Il va lui dire « Ah oui, on comprend, vous êtes indépendant, mais oui, bien sûr, absolument, mais oui, on respecte votre décision, mais oui, on comprend et tout. Sauf que, bah voilà, cher monsieur, quand même, eh bien, écoutez, puisque c'est comme ça, nous allons vendre nos actions. » Ah, vous allez vendre vos... Eh oui, et donc on va les mettre sur le marché. Et puis évidemment, la presse va s'emparer de l'affaire, puisque l'entreprise, votre entreprise, va faire la une de la presse. Et donc le PDG s'est dit, oulala, ça veut dire que l'action de mon entreprise, du jour au lendemain, va plonger dans des abysses un petit peu profonds. À ce moment-là, ses actionnaires se retournent vers lui et disent « T'es gentil, hein, nous, on est actionnaires, on n'est pas là pour perdre de l'argent. Donc, oui, non, il faut dire oui. Hein. » Et voilà. Et ben voilà. Et le PDG va dire bah oui, monsieur BlackRock, mais à vos ordres, monsieur BlackRock, mais bien entendu. Voilà. Vous voyez le mécanisme? Donc, c'est très intéressant parce que on voit bien comment ces monstruosités financières, je parle au pluriel parce qu'il y en a une deuxième derrière, que je vais vous en parler un peu. On voit bien comment elles s'assurent le contrôle total de l'économie mondiale et de la haute finance internationale. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que BlackRock est actionnaire de tous les grands laboratoires pharmaceutiques. Oh, ça vous étonne? Non. BlackRock est actionnaire de tous les marchands d'armes. Ah, les usines à canon. Ah, ils sont actionnaires aussi. Ah, tiens donc. Ils sont actionnaires de tous les grands médias américains. Quasiment, ils les possèdent d'ailleurs, entre parenthèses. Tous les grands médias américains sont sous la coupe de BlackRock. Déjà. BlackRock, c'est aussi 5000 ordinateurs branchés en réseau.
géré par 2500 employés de BlackRock. Ordinateur situé dans 2 lieux tenus secrets. Même moi, je ne suis pas arrivé à savoir où c'est, mais enfin, c'est entre les fleuves Missouri et Mississippi aux États-Unis. Et ces ordinateurs, c'est un super logiciel, ils l'ont baptisé Aladdin. C'est un acronyme. Assiette, Lability, etc., etc. Et ils ont de l'imagination parce qu'ils ont réussi à faire coller Aladdin, enfin le nom de leur super logiciel, ils ont réussi à le faire coller avec la légende merveilleuse, vous savez, du fils du tailleur Mustapha qui frappe sa lampe à l'huile et qui fait apparaître un super génie. Et ce génie va lui exaucer tous ses désirs. Ce qui veut dire que dans le subconscient collectif, Aladdin c'est bien, donc BlackRock c'est bien. Non, c'est pas bien. Mais vous voyez un peu comment ça marche. Et alors, ces 5000 ordinateurs branchés en réseau sont des robots, bien évidemment, vous avez compris, mais des robots qui sont pilotés donc, par 2500 employés de BlackRock, et ils écrèment les bourses internationales. C'est-à-dire que chaque hausse, ils la prennent, chaque baisse, ils se retirent. Ça veut dire qu'à l'heure où je vous parle, là, les ordinateurs de BlackRock engrangent des millions de dollars. Mais ça fausse aussi, évidemment, toutes les bourses internationales. Donc voilà. Je vous brosse ça très vite parce que c'est intéressant de comprendre aussi qui tire les ficelles quand même sur cette planète. Et à côté, vous avez la deuxième monstruosité financière qui s'appelle Vanguard. Alors je me suis beaucoup intéressé à Vanguard. Pourquoi je me suis beaucoup intéressé à Vanguard? Parce que Vanguard pèse aujourd'hui 9000 milliards d'actifs quand même. Et Vanguard, ce qui m'a attiré l'œil, c'est que Vanguard n'est pas coté en bourse. Et je me suis dit, quand même, brassant autant d'argent, pourquoi cette méga entreprise n'est pas cotée en bourse? Et en fait, j'ai fini par découvrir, en allant fureter un peu de ci, de là, mais quand même, j'ai réussi à trouver qui a fondé réellement Vanguard. Et en fait, Vanguard a été fondé dans les années à peu près 1975 par les 13 grandes familles les plus riches au monde. Alors vous allez me dire, ça peut paraître de la science-fiction. Non, ça n'en est pas, c'est documenté, prouvé. Et alors, parmi ces 13 grandes familles les plus riches au monde, vous en connaissez au moins 2. Si je vous dis les Rothschild, surprise. Et si je vous dis les Rockefeller, encore eux. D'ailleurs, Corinne Lalo en parlait des Rockefeller. De toute façon, ils sont omniprésents partout. Après, vous avez des gens beaucoup moins connus dans ces familles ultra friquées, qui n'apparaissent jamais d'ailleurs dans le magazine Forbes. Vous savez, le magazine Forbes, ce magazine qui classe effectivement toutes les grandes fortunes du monde, eux, ils sont inclassables, ils sont au-dessus. Et vous avez la famille Orsini, la famille Vanderbilt, la famille Dupont de Nemours, vous avez la famille royale d'Angleterre, non pas par son immense fortune, enfin ils ne sont pas pauvres, je ne vais pas les plaindre, ils ont incarné certainement un compte en banque plus étoffé que le mien, mais ils ont beaucoup de lignes de communication avec la City de Londres, parce que dans tout ce mécanisme absolument horrible de la haute finance internationale, vous avez 2 puissances dominantes, qui est la City de Londres d'un côté et Wall Street de l'autre côté. Encore des anglo-saxons d'ailleurs, toujours des anglo-saxons. Et donc vous avez aussi la famille Bush, oui, parce qu'ils se cooptent entre eux. C'est-à-dire à un moment donné, ils se disent on va vous coopter parce que vous représentez une fortune ou que vous représentez un carnet d'adresses. En réalité, ces 13 grandes familles, ils apparaissent nulle part. C'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas dans le conseil d'administration de Vanguard, ils apparaissent nulle part, mais ce sont eux les donneurs d'ordre. Alors ce qui est intéressant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Vanguard est actionnaire de BlackRock. Tiens. Donc Vanguard s'assure le total contrôle de BlackRock. Vanguard est actionnaire aussi des grands labos pharmaceutiques. Tiens, encore. Et des marchands d'armes aussi, entre autres. En réalité, le poison, ce sont eux. Ça, c'est le poison. Ce sont eux le poison mondial. Ce sont eux qui ont une idéologie mortifère. Ce sont eux qui sont les vrais toxiques. Parce que ces gens-là ne sont pas des altruistes. Ces gens-là, ils sont partout. Mais partout. C'est-à-dire que ce qu'on s'est pris au niveau du Covid, ce sont eux les responsables. Ce sont eux les donneurs d'ordre. Ce qu'on se prend tous les jours au niveau du réchauffement climatique, ce sont encore eux derrière. Toute la malbouffe qu'on se prend, la nourriture, la chimbouffe, comme on l'écrit avec mon ami Jean-Louis Zambert dans le livre L'Abandon français, c'est encore eux. Alors pour distiller leur venin, ils n'apparaissent pas, bien sûr, ils font faire le sale boulot. Et le sale boulot, il est fait par qui? Il est fait par Bill Gates. Bien sûr, qui lui, son domaine de prédilection, c'est l'OMS. Ça, je pense que les 2 conférenciers avant moi l'ont suffisamment expliqué.
Mais il a un autre domaine de prédilection, le père Gates, c'est qu'il a aussi les plantes, il adore les semences. Il a racheté il y a 15 ou 20 ans une île perdue au large de la Norvège, qui s'appelle Svalbard, et il a fait construire, avec Monsanto d'ailleurs, un immense bunker ultra sophistiqué, ultra sécurisé, lourdement armé par des mercenaires jour et nuit. Ils doivent se cailler, les mecs, parce qu'il fait froid là-haut, c'est le cercle arctique. Mais et ils entreposent donc toutes les semences du monde entier. Alors je vous rassure de suite, enfin je vous rassure non, mais je vous dis de suite, c'est pas pour faire classer les plantes et les semences à l'UNESCO en tant que patrimoine mondial. Ah bah non. C'est évidemment pour mieux les étudier, les transformer en OGM, les transformer en variétés hybrides et les revendre. Parce que qui dit hybride dit OGM dit machine à cash. Et oui, bien sûr. Donc ça c'est Gates. Après vous avez un autre valet ultra friqué tout aussi pourri que Gates, c'est George Soros. Oh bah je vous le présente très vite. George Soros, vous savez, celui qui a une salle... Bon bref, passons. Que vous n'allez pas inviter à dîner, à moins que vous ayez envie de faire une indigestion. Vous voyez ce que je veux dire? Alors lui, c'est une autre trempe, lui. Lui, c'est deux domaines de prédilection. Tous les coups d'État fomentés avec l'aide de la CIA derrière, c'est Soros. Tous les printemps arabes, vous savez, il fallait amener la démocratie dans toutes les dictatures du Proche-Orient, parce que mon Dieu, c'était que des dictatures. Eh ben, c'est Soros derrière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de pays qui ont été laminés quand même. L'Irak, c'est un tas de cendres. La Libye, c'est un tas de cendres. La Syrie, malheureusement, c'est un tas de cendres aujourd'hui. Etc., etc. Mais c'est Soros derrière aussi. En plus, il est charmant comme jeune homme. Et un autre domaine de prédilection aussi, c'est les laboratoires P4, les fameux laboratoires dont les deux conférenciers avant moi parlaient. Parce que figurez-vous qu'il aime bien financer, Soros aussi, les laboratoires de haute sécurité. Et tout à l'heure, Corinne Lalo parlait de Wuhan, à juste titre. Eh bien, figurez-vous que j'ai appris par un ami écrivain, qui s'appelle Philippe Brocker d'ailleurs, qui est postfacier de ma brochure Le Nouvel Empire Européen. Il a financé aussi un laboratoire de haute sécurité à Wuhan. Alors, je ne me souviens plus le nom de la rue, mais je me souviens très bien du numéro, c'est 666. Ça ne s'invente pas et c'est documenté. Ce que je vous dis là est documenté. Tout ce que je vous dis là, prenez conscience que je ne suis pas en train d'argumenter des choses qui ne sont pas vérifiées. Tout ce que je vous dis là est vérifié. Donc, et après George Soros, qu'est-ce qu'on a? On a les GAFAM, bien sûr, Google, Amazon, Facebook. Vous savez, si vous contrôlez l'information, vous contrôlez le monde. Et c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire Google, je ne vous présente pas les petits génies de Google. Mark Zuckerberg, je ne vais pas vous le présenter non plus. Alors il y a une petite légende urbaine là-dessus, ça me fait toujours hurler de rire. Parce qu'on nous a toujours présenté ces petits gars comme des génies, mais c'est vrai qu'ils sont pas idiots, ça, on est d'accord. Mais on nous a toujours présenté comme ils ont démarré dans leur petit garage avec leur petit clavier. Ouais, alors ça au début je me disais quand même, c'est un peu fantasque cette affaire quand même. Effectivement, parce que la vérité derrière, ils ont tous été approchés par la CIA et financés par le fonds souverain de la CIA, le fonds Carlyle. Ça fait un peu plus de sens. Vous savez, Jeff Bezos, pareil, le mec, il démarre avec sa petite librairie, puis il a une idée de génie, je vais envoyer mes bouquins par la poste, en livraison. La vache, on n'y aurait pas pensé à sa place, sans déconner. Bref, passons, sans blague. Eh bien, en fait, Bezos, oui, il a été largement financé par la CIA, parce que comme ça, il s'est assuré le contrôle. Vous savez, c'est tentaculaire, mais avec de l'argent, vous pouvez tout faire. En réalité, deux mots vite fait sur le fonds Carlyle. C'est un fonds souverain privé qui s'affiche à des milliards de dollars, je dis bien des milliards, dont personne ne connaît le montant, même moi je ne suis pas arrivé à le savoir. Et alors en fait, ce fonds Carlyle finance toutes les recherches en nanotechnologie, en haute sécurité, en virologie, en défense de pointe, etc., en électronique de pointe. Bienvenue dans le monde glauque de la CIA et des services secrets. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ça parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les donneurs d'ordre, ce sont eux. Ils ont tout intérêt à saper nos sociétés, nos valeurs culturelles, familiales, sociales et religieuses. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où une société dégringole, plus ils ont de l'emprise. Et plus ils ont de l'emprise, plus ils contrôlent, plus ils vous vendent n'importe quoi. Et à partir du moment où ils engrangent. C'est ça qu'il faut comprendre.
C'est qu'en fait, les véritables donneurs d'ordre et les véritables fous furieux, les véritables responsables, ce sont eux. C'est pas évidemment qu'Emmanuel Macron est un allumé. Hein, je vais être gentil, mais c'est un allumé aux ordres. Il est aux ordres, évidemment, il vit bien, il est tranquille dans le palais de l'Élysée, mais je veux dire, il est aux ordres. Il faut voir plus haut qui finance réellement la chose, qui. Eh bien voilà, je suis en train de vous le dire. Vous voyez un peu ? Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est l'historique un peu des anglo-saxons. Vous allez me dire, j'aime pas les anglo-saxons. C'est vrai que je n'aime pas les politiciens anglo-saxons. Je n'ai rien contre un américain moyen, je n'ai rien contre un anglais moyen, j'ai tout contre leur politique mortifère depuis 1880. Ah, vous allez me dire, ça date un peu. Ah, c'est pas faux. Mais j'ai écrit un billet d'humeur il y a 6-7 mois maintenant à peu près. Et j'ai recensé le nombre de morts générés par les anglo-saxons. Eh bien, je suis arrivé au chiffre absolument fou de 500 millions de victimes depuis 1880. Il faut quand même que vous sachiez qu'en Europe, le nombre d'habitants en Europe, c'est 445 millions. Le nombre des victimes, grâce à messieurs les Anglais, tirés les premiers, vous savez, le fameux dicton débile, là, et les Américains, ils ont tué 500 millions de personnes. Ouais. 1880, ça a été les 2 guerres de l'opium générées surtout par les Anglais qui voulaient introduire l'opium en Chine. Parce qu'on dit toujours la Chine, l'opium. Oui, mais qui a introduit l'opium en Chine ? Ce sont les Anglais. Et comme les empereurs chinois à l'époque n'étaient pas d'accord, eh ben, une guerre. 2 guerres de l'opium, 120 millions de morts. Ah oui, quand même. Ouais. Ensuite, ces messieurs les Anglais se sont dit « Oh, l'Inde, bien, on va aller coloniser un petit peu l'Inde. » Vous savez, la fameuse Compagnie des Indes, le Tea Time, les petits sachets de thé. Oh, marvelous. Ouais, bah oui, la colonisation de l'Inde, en gros, 100 millions de morts. Oui, quand même. Personne n'en parle, hein. C'est pourtant réel. Après, vous avez, à l'avenant, comme ça, enfin, de toute façon, depuis les attentats du World Trade Center, eh ben, je veux dire, les Américains se sont déchaînés avec les Anglais derrière. Et, enfin, bref, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, c'est à feu et à sang. Il y a quand même à ce jour plus de 4,5 millions de victimes, quand même. Je parle en civil, là, hein, je ne parle même pas en militaire. Après, vous avez les Américains, c'est quand même les seuls qui ont balancé 2 bombes atomiques sur un pays, qui est un pays d'ailleurs qui, par 3 fois, le Japon, avait demandé sa capitulation. Mais les Américains ne voulaient pas. Ils voulaient expérimenter ce qui se passait avec les radiations atomiques. Donc quand ils ont balancé les 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, après ils ont envoyé des toubibs américains pour regarder les effets sur les petits enfants japonais. « Oh ben mon petit, t'es bien brûlé, hein ?» Et ils ne les soignaient pas. Ils les observaient. Ah, ils sont bien, je les aime bien, je les adore. Après, il y a eu la guerre de Corée, quand même, qui a fait, je ne sais plus, 3 millions, 4 millions de morts. Le Vietnam, une horreur absolue. Bref, les Américains. Vous voyez ? Alors, toujours pareil, je n'ai rien contre le citoyen américain. Hein, j'ai des amis américains, donc je ne vais pas. Voilà, mais j'ai tout contre leur deep state, leur état profond, leur machine de guerre et leur suprématie mondiale. C'est-à-dire que les anglo-saxons sont les rois de la suprématie mondiale. C'est-à-dire que leur terrain de jeu, ils ont une idéologie mortifère. C'est que leur terrain de jeu, c'est comme un stade de foot, sauf que le terrain de jeu, c'est la planète. C'est-à-dire comment piller toujours, encore et toujours la planète. Ça ne s'arrête jamais. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Ces 2 guerres, et ces 2 mondes qui s'affrontent, c'est le monde unipolaire contre le monde multipolaire. Mais tout ça aussi, pourquoi ? Pour l'hégémonie de leur dieu. Et le dieu, c'est le dollar. Parce que quand même, le dollar, c'est le dieu dollar. Il faut conserver envers et contre tout le dollar. Alors après, quelle heure il est là quand même ? Parce qu'il ne faut pas... Oh, ça va. Alors, après, je vous parlerai de l'idéologie quand même. Mais je vais d'abord vous parler aussi du dégât que ça nous a fait, nous, à la France. Et c'est pour ça que je vais vous parler aussi un peu de ce livre avec mon ami Jean-Louis Zambert. On a quand même travaillé 3 ans sur ce manuscrit pour le sortir, et on a passé en revue un peu les débuts du pillage américain sur l'Europe, et notamment sur la France.
En réalité, les Américains ont commencé, quand ils ont mis le pied en 1917 en France, soi-disant pour venir nous aider à vaincre les Allemands de la guerre, en réalité, ils ne nous ont pas aidés beaucoup, mais ils sont arrivés pour prendre le pied donc, en Europe, mettre le pied en Europe et pour commencer à la piller. Ça, ils adorent. Et ensuite, ils sont en 39-40. Alors en 1940, quand il y a eu la débâcle française et anglaise, en 1940, donc, le Washington prenait secrètement des contacts avec le maréchal Pétain à Vichy pour établir à la fin de la guerre, parce que de toute façon, les Américains savaient très bien qu'ils allaient gagner la guerre, tôt ou tard, et pour établir qu'à la fin de la guerre, à la Libération, que la France devienne un protectorat américain. Ça s'appelle l'opération AMGOT. C'est un acronyme, AMGOT. Et donc, à la fin de la guerre, à la Libération, ils sont arrivés en France avec des valises pleines de fausses monnaies. Vous savez, cette espèce de franc-dollar appelé AMGOT. Heureusement, nous avons eu une personnalité, à l'époque, avec quelques commissaires courageux, général de Gaulle, qui il leur a dit, mais moi, votre monnaie de singe, j'en veux pas. Gomme, les Américains. Tac. Au revoir. Alors évidemment, il les a poussés par la porte, mais de toute façon, ils sont rentrés par la fenêtre après. Vous savez, bon bref, passons. En tout cas, il nous a évité ça. Parce qu'en fait, le but du jeu des Américains, c'était d'établir un protectorat sur la France, mais aussi sur l'ensemble des pays européens. Alors, et en plus, en 1966, le général de Gaulle sortait la France de l'OTAN. Que Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, dans sa grande bonté, vous savez, celui qui nous a trahis avec le référendum du traité de Lisbonne, vous savez, bon bref, c'est le dernier référendum qui a eu lieu en France d'ailleurs, et Sarko, vous avez tous dit non au traité de Lisbonne, moi, maintenant que je suis élu, moi je dis oui. Paf, et au revoir. C'est vrai que la démocratie, c'est une chose merveilleuse, dans ce sens-là. C'est ça qui est fou, alors donc Sarkozy nous a remis dans l'OTAN. Oui, évidemment. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que nous a amené ce pillage américain ? En gros, plein de choses intéressantes quand même. Ça nous a amené petit à petit l'art contemporain. Vous savez, l'art contemporain. C'est assez drôle en fait. C'est pas de moi, c'est un humoriste, j'ai oublié son nom, mais on le cite dans notre livre. Ça nous a amené donc l'art contemporain. C'est vrai que depuis les années 50, vous avez tous vu quand même que nous avons une influence qui est arrivée donc d'outre-Atlantique et qui n'a, je suis pas anti, je dirais idée novatrice. Là, ça dépasse l'entendement. C'est ce qu'on écrit dans notre livre. On est passé de 1956-1960 avec Jean Lursa, vous savez, ces superbes tapisseries avec une colombe de la paix, etc. On est passé de lui à 2001 à Claude Évêque. Claude Évêque, un artiste, je ne sais même pas si on peut appeler ça un artiste d'ailleurs, qui avait pris 2 pneus de tracteur. Magnifique, effectivement, il les adorait à leur fin. Et le pire, c'est que la direction de l'Opéra Garnier à Paris, elle les a exposés pendant 1 an et ça ornait donc l'escalier monumental de l'Opéra Garnier. Magnifique. Ça, c'est de l'art, c'est vrai. Et en 2001, d'ailleurs, il signait Claude Évêque un autoportrait de lui. C'est-à-dire, on est passé de l'URSA à la Colombe de la Paix. Autoportrait de Claude Évêque en 2001. Et excusez-moi de ce que je vais dire, mais c'est lui qui l'a écrit. C'est en titre de son autoportrait, « Je suis une merde ». C'est absolument magnifique, quand même. C'est ce qu'on appelle un artiste. C'est vrai, magnifique. C'est quand même extraordinaire. Alors, on a eu droit quand même au phallus géant qui était exposé à la place Vendôme à Paris. On a eu droit au vagin de la reine au palais à Versailles. On a eu droit aussi, on le dit dans notre livre, et ça me fait toujours rigoler, on a eu droit au WC de Marilène, les WC de Marilène. Alors ça, vous allez vous demander ce que c'est. Moi aussi, je me suis demandé ce que c'était au début. Et en fait, c'est une artiste aussi. Qui a filmé l'intérieur de son appartement et qui s'est appesanti sur ses WC, sur sa cuvette de toilette. Vous allez me dire, et alors et tout un cirque en vidéo, etc., etc. Le pire dans tout ça, c'est que ça a été subventionné par la FRAC de Bourgogne. La FRAC, c'est un fonds pour soi-disant aider les artistes. Ça veut dire que ces gens qui ne sont pas des artistes, qui en fait, je ne sais même pas comment je peux les définir d'ailleurs, sont subventionnés avec votre argent, avec mon argent, avec votre argent.
Parce que les WC de Marilyn, il faut le faire quand même. Subventionné par la FRAC de Bourgogne. Ah, je suis tombé un peu dénu quand même, voyez-vous. Et alors, quand on se permet de dire, bah, vous ne trouvez pas que c'est un peu exagéré? Évidemment, il y a quelques sbires à la solde du ministère de la Culture de France qui va répondre, oh mais monsieur, c'est de l'art. Vous comprenez rien? Ah bah oui, c'est vrai, je comprends rien. Oh, j'ai rien compris. C'est vrai que je comprends vraiment pas. Mais ça, c'est une sous-culture qui nous vient des États-Unis. C'est intéressant quand même. Donc ça, c'était l'art contemporain. Après, on s'est pas mal appesanti avec mon ami Jean-Loup sur la chimbouffe, ce qu'on a appelé la chimbouffe, c'est-à-dire la bouffe chimique, quoi. Et alors là, effectivement, on a déterré des petites perles quand même. C'est-à-dire que ça vient aussi des États-Unis. Ils ont récupéré la mode végane. Évidemment, il y avait de l'argent à faire. Donc, à partir du moment où il y a de l'argent à faire, bah, on récupère la chose. Et il y a une société, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, voilà, c'est ça. Elle s'appelle Beyond Meat. Ils ont sorti un steak. Et pour que les véganes l'achètent, ils se sont dit, bon, les véganes, ils ont la nostalgie du steak qui saigne. Vous savez, quand vous commandez un steak saignant, bah, il saigne un peu. C'est normal, il est saignant. Eh bien, eux, ils ont inventé un steak vegan qui saigne, histoire que quand même les véganes s'y retrouvent. T'es dit, ah oui, quand même. Oh. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce steak? Oh, bah, c'est fabuleux. Il y a de l'amidon de maïs, il y a de la maltodextrine, il y a de l'amidon de pois. Enfin, il y a tout un tas de machins qui ne vous nourrit pas. Mais alors, vous payez ça, évidemment, une blinde et ça ne vous nourrit pas. Ah, ça, c'est absolument fabuleux, je trouve. Voilà, ça, c'est... Et il y en a eu aussi une boîte aux États-Unis qui a sorti un truc, ça s'appelle Impossible Burger. Je regarde le machin, je dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Et alors, l'Impossible Burger, il l'appelle pile. Ah, j'ai dit pile, ah bon? Avec 74% en moins d'eau. Vous dites, la vache, et qu'est-ce que je mange? Bah rien, vous ne mangez pas grand-chose. Hein. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus grand-chose dans le machin. Et alors, j'avais rétorqué, bah, à quand inventer le burger, enfin le côté face, avec 99% d'eau? Comme ça, évidemment, c'est réglé, une petite pilule, clouc, et terminé, vous avez mangé pour la journée, quoi. Vous voyez, et ça c'est la chimbouffe, c'est la nourriture qui est en train de déferler. Il ne faut pas croire. Hein. La nourriture chez McDo, vous savez, moi j'ai discuté avec deux personnes, parce que quand même j'enquête un peu quand même. J'ai rencontré deux personnes qui travaillent dans un abattoir, je leur ai parlé de McDo, ils m'ont dit « Oh, McDo, la viande 30%. » 30%. Et oui, il me dit « Oui, il n'y a que 30% de viande dans les steaks de McDo. Le reste, c'est... » point d'interrogation, du soja, du machin, on ne sait pas trop. C'est encore merci les États-Unis. Alors, pire, sur la chimbouffe, ils ont ça aussi, ça me fait rire. Il y a un acronyme aussi, pareil. C'est américain, ça s'appelle CRAD. Alors moi, je dis en français CRAD, c'est CRAD, mais c'est drôle quand même, c'est drôle. En fait, c'est des composants rectifiants à destination économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, plus ça va, plus vous savez même plus ce que vous mangez, quoi. C'est-à-dire que des farines animales données à des poissons, en passant par je ne sais même pas quoi d'ailleurs, par tout un tas de trucs, finalement, vous finissez par vous demander, mais je suis en train de manger quoi là? En plus, Corinne Lalo parlait, ou Léo, je ne sais plus lequel des deux, parlait effectivement des vaccins ARN messagers sur nos pauvres canards. Donc il va falloir privilégier vraiment les filières courtes. Remarquez, c'est pas plus mal, mais enfin quand même, c'est pour dire dans l'état où nous sommes quand même. Alors ça, c'était la partie donc... je dirais, d'influence, mais il y a aussi autre chose, c'est que le pillage américain, il est constant dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans toutes les grandes sociétés du CAC 40, les cadres supérieurs sont obligés de rédiger des rapports en anglais. Le français n'est plus accepté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la disparition programmée de notre belle langue française. C'est ce qu'ils appellent la novlangue. Et c'est-à-dire, on se dirige de plus en plus vers un globish. Vous savez, globish, machin. Et l'autre fois, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à Rouen. J'habite en Normandie, hein, c'est pour ça. Et je vois un abribus et je vois une affiche très intéressante quand même. Il y a une affiche où il y a deux gars
Et c'était une pub pour Ricard. Alors c'était marqué Ricard, il y avait des cruches Ricard et des verres Ricard, et ben tout pour Ricard, quoi. Je fais pas de pub pour Ricard. Hein. Et tout d'un coup, je regarde le titre de l'affiche, Borne à Marseille. Je me dis, mais putain, vous pouvez pas mettre né à Marseille? Non, Borne à Marseille. Et c'est ça tout le temps. Vous savez, le problème, c'est que c'est ça tout le temps. Je suis souvent à Paris quand même, je prends le métro pour une conférence ou interview. L'autre fois, j'ai eu une grande affiche du métro et j'étais stupéfait parce qu'il y avait un canard. Non mais c'est pas une blague ce que je vais vous raconter. Il y avait un canard avec des lèvres botoxées, mais vous savez, botoxées. Je regarde, je dis, oh la vache, le canard. Et c'était marqué, ta duck face. C'est quoi? Et j'ai fini par comprendre, alors pour un maquillage, je sais plus quoi, etc., etc. Mais je me dis, mais c'est incroyable, ce sabotage de la langue française. Et je me dis, mais comment un jeune gars qui a, je sais pas, une dizaine, douzaine d'années peut s'y retrouver aujourd'hui, sans blague, avec des... Et en plus, si c'était des cas isolés, mais pas du tout. C'est tous les jours dans le métro à Paris, il y a des publicités avec des mots d'anglais dedans. Et on comprend rien. Au bout d'un moment, on comprend rien. On se dit quoi? Mais ça, c'est voulu. C'est voulu, si vous voulez. C'est pas du tout quelque chose d'anecdotique. C'est pour remplacer la langue. Parce que vous savez, il y a eu deux mondes qui se sont affrontés à un moment donné. Il y avait le monde anglo-saxon et le monde francophone. Et en réalité, les anglo-saxons ne pouvaient pas, effectivement, 5 minutes, parfait. Et les anglo-saxons ne pouvaient pas tolérer qu'il y ait deux mêmes pays ou deux mêmes pour diriger le monde entier. Et donc, effectivement, il fallait saboter la France, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et on est en train de couler. On est en train de couler, hein. Il faut quand même pas se leurrer, quoi. Alors après... je vais finir par, comme il me reste 5 minutes, je vais finir par leur idéologie, pardon, je vais y arriver, leur idéologie mortifère. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que j'expose un peu dans mon manuel aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est d'où vient cette espèce d'idéologie mortifère quand même, qui ne disparaît pas et qui est toujours omniprésente. Vous savez, quand il y a eu la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde s'est dit on en a fini avec le nazisme, on en a fini avec les idées extrémistes, etc. etc. Ben, c'est ce qu'on a tous cru. En réalité, c'est faux. C'est faux parce que cette idéologie néo-nazie extrémiste est omniprésente en Ukraine. Alors, j'ai pas le temps de développer là, mais elle est toujours omniprésente en Ukraine, elle est toujours là. En Ukraine, vite fait, 2 mots, je l'explique dans mon manuel, vous avez quand même des bataillons fort sympathiques, bataillon Azov et par exemple les Bravi Sector. Moi j'ai vu des photos des mecs, je les inviterai pas à dîner, hein, ils ont la croix gammée sur le front, bam, et ils ont les insignes SS, etc., etc. Et ils s'en vantent, hein. C'est d'anciens hooligans, hein. Mais de toute façon, ce sont des mercenaires. Et cette idéologie néo-nazie, elle est totalement protégée. Elle est protégée par nos élites, elle est protégée par les médias de propagande. Qui en parle? À part nous. Quand je dis nous, c'est moi et quelques autres. Qui en parle vraiment? Moi, ça me hérisse le poil, ça, vous savez. Je veux dire, mais il y a une idéologie néo-nazie qui est toujours là et tout le monde s'en fout. Je parle de nos dirigeants et des médias. Mais par contre, ah là là, il faut aller bouffer du russe. C'est les vilains, c'est les Russes. Non mais on croit rêver là. Et cette idéologie pourrie, elle est toujours là. Et elle est encensée. Elle est calfeutrée. On la cajole. Étonnant. Et alors, il faut comprendre que ces gens, et là je vous parlais de l'oligarchie financière mondiale internationale, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, ils ont une idéologie mortifère semblable. Mais bien évidemment. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que vous, comme moi, nous ne sommes pas des saints. C'est-à-dire qu'on a tous fait des... Bon, bref, passons. Mais on a tous essayé, ou tout au moins je le pense, et oui, on a tous essayé, on essaye tous d'aller dans des sens positifs. On essaye tous de se remettre en question et de se dire, bon, là, j'ai peut-être fait une bêtise, on va corriger le tir. Eux, jamais.
Ils ne se remettent pas en question. Leur unique objectif, et ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, c'est ainsi. Il y a à peu près un tiers peut-être de la population mondiale ce sont des malades mentaux. Et le problème des malades mentaux, c'est qu'ils ne sont pas forcément, et jamais quasiment, dans les asiles psychiatriques. Ils ont fait des hautes études, ils ont pris des postes de pouvoir parce qu'ils veulent vous contrôler. Ils veulent contrôler la majorité de la population planétaire. Et j'en connais un qui s'appelle Attali, qui l'a très bien expliqué plusieurs fois dans ses vidéos d'ailleurs. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la racine du mal, ce sont eux. Ce sont eux. La cause de tous nos maux, ce sont eux. Et en fait, ce qu'ils sont en train de nous dessiner là, c'est un nouvel empire européen. Alors évidemment, j'ai mis un drapeau, bon, vous voyez, hein, c'est parlant. Mais là, et je vais peser mes mots quand je dis ça, et ce sont des mots qui n'engagent que moi, on est quand même dirigé en Europe occidentale par un quatuor satanique. C'est Emmanuel Macron, c'est Keir Starmer, le Premier ministre anglais qui a un passé plus que glauque d'ailleurs, puisqu'il a couvert une vaste affaire de pédophilie et de viol collectif avec des gangs pakistanais. C'est Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand, qui parlait déjà d'envoyer des missiles Taurus là, à Kiev pour aller bombarder la Russie. Et évidemment, nous avons Ursula von der Leyen. Donc, ce quatuor-là, mais ils nous veulent la guerre. Et oui, elle a débloqué 800 milliards d'euros, Ursula. Mais pourquoi faire ? Mais pour réarmer, soi-disant, l'Europe, parce qu'on est menacé. Menacé par qui ? Certainement pas par les Russes. Hein. Ce n'est pas les Russes qui vont venir nous envahir. Ils n'en ont rien à foutre de l'Europe. Mais en revanche, on va continuer à se faire payer par les États-Unis parce que Donald Trump est en train de mettre des coups de pied dans la fourmilière. Oui, c'est vrai. Et je lui en sais gré pour donner des coups de pied dans la fourmilière sur certains domaines, pas dans tous. Mais le problème, c'est que Trump, dans 4 ans, il n'est plus là. Et il y aura des élections à mi-mandat dans 2 ans. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que malheureusement, cette idéologie mortifère et quand même anglo-saxonne, elle est toujours là. Cette protection de cette idéologie extrémiste néo-nazie est toujours là. Et en fait, ces 800 milliards de dollars, ce que va nous pondre la sainte Ursula, c'est une armée de métier derrière. Une armée de métier de mercenaires lourdement armés, lourdement payés, avec une idéologie néo-nazie. Mais c'est bien évident, une idéologie extrémiste. Bien sûr. Donc on va tout droit sur un État fédéral européen. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, on y va. Alors en plus, l'OMS, bon ça, Corinne Lalo et Léo l'ont dit, il y a un nouveau traité sur les pandémies qui va être voté en juin. Mais c'est pareil, ce traité, il est originé et contrôlé par Bill Gates et consorts au-dessus, bien sûr. De toute façon, le criminel qui est à la tête de l'OMS, qui s'appelle Tedros Machin, j'arrive jamais à me souvenir de son nom, là, c'est un criminel. Donc pourquoi avoir mis un criminel à la tête d'une organisation comme ça ? Et je pèse mes mots, hein, c'est encore des mots qui n'engagent que moi. Voilà, donc je vous ai brossé un peu un tableau, un peu noir, vous allez me dire. Oui, c'est vrai, je m'en excuse. Mais d'un autre côté, il faut avoir les informations. Si vous n'avez pas les véritables informations et les véritables donneurs d'ordre, vous n'aurez que quelques pièces du puzzle. Il faut avoir l'ensemble des pièces du puzzle pour arriver à comprendre ça. Et ensuite, une fois que vous avez la compréhension de tout ça, vous pouvez y faire quelque chose. Parce que, et je vais terminer sur cette note-là, parce qu'en fait, vous pouvez y faire quelque chose parce que chacun peut y faire quelque chose. Vous avez tous le pouvoir de dire non. Vous avez tous le pouvoir de dire non à un ordre liberticide, à une loi liberticide, et vous l'avez fait pour beaucoup d'entre vous pendant le Covid. Donc, vous pouvez continuer. Et vous pouvez aussi dire aux gens qui ne voient rien et qui s'endorment sur leur laurier qu'il serait peut-être temps un petit peu de se réveiller, là. Voilà, mais en fait, ce sont des colosses. Oui, là-haut, ce sont des colosses, mais ce sont des colosses au pied d'argile. Parce qu'en réalité, vous savez, 5000 ordinateurs branchés en réseau, les hackers, ça existe. Je n'en dirai pas plus. Donc voilà. Eh bien, écoutez, à votre disposition pour répondre à quelques questions. Merci beaucoup. Oui, moi, c'était une question à M. Janvier. Je suis entièrement d'accord par rapport à cette mainmise actuelle ou volonté de mainmise des États-Unis et des Anglo-Saxons. J'étais guide de voyage dans le monde et j'ai vu la mondialisation aussi dans les années 2000, mais quand même, quand on voit l'histoire mondiale, il y a quand même eu 1000 ans d'hyper-domination musulmane
de la Mauritanie jusqu'à l'Indonésie. En Inde, ils ont fait énormément de morts aussi. La Chine ne donne pas sa part au cochon quand on voit ce qu'ils ont fait aux Tibétains, ce qu'ils ont fait aux Ouïghours. L'Empire ottoman n'a cessé de vouloir conquérir, et ils ont encore des fourmis dans les jambes, là. Voilà. Il y a un très fort organisme. Voilà. Ils n'ont jamais reconnu, je crois, le génocide arménien. C'est-à-dire que si aujourd'hui ces gens-là peuvent régner sur le monde, hein, c'est aussi parce qu'ils s'entendent. Et l'affaire du virus de Wuhan fait d'un côté et de l'autre avec Astor, Fort Detrick, la Chine, etc. Voilà. Juste, vous serez peut-être d'accord avec moi, il y a cet épisode, vous savez, qui est raconté par Gaël Giraud dans Thinkerview, où il est avec des traders, des financiers qui sont à la City à Londres, et ils disent, voilà, il va y avoir des catastrophes biologiques, etc. On peut faire quoi? Et les financiers de la City disent, nous, on ne fera rien, parce qu'on est une démocratie, on ne va rien faire contre tout ce qui va se passer au niveau de la planète, hein, parce qu'il y a une vraie destruction. La Chine fera le boulot. La Chine fera le boulot parce qu'elle n'a aucun scrupule à écraser, à contrôler, à mettre le crédit social. Voilà. Et ce qui arrive aujourd'hui en Europe, c'est quand même la parfaite synthèse entre des méthodes qui sont ultralibérales, communistes, fascistes. C'est-à-dire que c'est la réunion de tout. Et voilà, donc y a quand même des complotistes. Parfois, je suis obligé d'entrer dans les joutes oratoires avec des complotistes qui disent que c'est la Chine qui sauve l'Afrique, etc. J'en ai parlé avec des amis africains. Quand on voit ce que les Chinois font à leur peuple, c'est aussi inquiétant. Et c'est quand même bien leur méthode qui arrive ici en Occident. Donc c'est la synthèse de tout le pire. Il ne faut quand même pas oublier cela. Juste pour répondre pas trop assez rapidement sur cela, je connais effectivement aucun pays ou aucune nation qui est blanche comme neige et qui n'a jamais commis de crimes en ce sens de guerre, etc. et de colonisatrice. Enfin, de toute façon, c'est vieux comme le monde. Maintenant, ce qu'il faut quand même constater, c'est que la Chine, à part le Tibet, n'a jamais envahi personne d'autre et n'a jamais guerroyé très loin. La Fédération de Russie non plus. Et force est de constater que depuis quand même 1880, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Anglais, enfin les Anglo-Saxons se sont déchaînés quand même sur la planète et continuent de le faire. Donc je ne suis pas en train d'être braqué uniquement sur eux, mais enfin force est de constater quand même qu'ils ont un CV un peu cumulatif, quoi. Alors après, que la Chine ne soit pas un pays fantastique, très certainement. Maintenant, d'un autre côté, moi je m'en réfère toujours à des faits. Ça veut dire quelle était la situation de la Chine à la chute de Mao Tse-tung et qu'est-ce qu'était le PIB chinois à l'époque et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui les Chinois vivent mieux qu'à l'époque de Mao? Très certainement. Après, on peut reprocher ce qu'on veut à Vladimir Poutine aussi. Moi, ce que je rétorque, c'est que quelle était la situation de l'URSS à l'effondrement du mur de Berlin? Quel était donc le PIB russe à l'époque et quel était le niveau de vie d'un citoyen russe? Et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Quel est le niveau de vie aujourd'hui d'un citoyen russe aujourd'hui sous Vladimir Poutine? En revanche, pour moi, je veux dire, il y a un progrès. Alors après, que tout soit pas rose, qu'il y ait des dissensions, qu'il y ait un crédit social à la chinoise, oui, dans certaines grandes villes de Chine, c'est exact. Maintenant, c'est pas partout. Et maintenant, si vous pensez que nous ne sommes pas, nous, en Europe, dans un crédit social, mais détrompez-vous. Parce que le crédit social, il est vraiment là. J'ai une petite anecdote rapide. C'était en septembre l'année dernière. On m'invite à faire une conférence à Roubaix. Je vais à Roubaix et le lendemain, des Belges m'avaient invité à une conférence à Bruxelles. Ça faisait 15 ans que je n'avais pas mis les pieds à Bruxelles. Et il y a un monsieur qui était à la conférence le soir à Roubaix et qui me dit « Mais est-ce que vous avez déclaré votre voiture sur Internet avant de rentrer dans la zone de Bruxelles, qui est une zone de faible émission de serre, de gaz de serre, machin ?» Déclarer ma voiture sur Internet, j'ai dit c'est quoi ce délire? Eh bien oui, j'ai été vérifié, effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez en Belgique, donc à Bruxelles, si vous ne déclarez pas votre véhicule par Internet à la ville de Bruxelles, il y aura deux options. Soit votre véhicule, il est considéré comme pas trop polluant et vous allez juste recevoir 150 € d'amende dans votre boîte aux lettres, soit votre véhicule est très polluant et vous recevrez 375 € d'amende.
C'est intéressant. Alors j'ai dû déclarer ma voiture sur Internet. Heureusement pour moi, c'est une voiture relativement récente et j'étais en zone en pastille 1, vous savez, les machins, ouais. Comme Hidalgo l'a voulu à Paris, par exemple. Mais effectivement, ça faisait 15 ans en arrière, je suis allé à Bruxelles, j'avais une vieille ZX diesel, je me suis dit, la vache, en 15 ans, la répression a beaucoup augmenté. Et c'est vrai que quand j'ai eu passé la frontière belge, ça a été une succession de radars automatiques, radars de tronçon, radars automatiques, radars de tronçon. Et en plus, à 20 km avant d'arriver à Bruxelles, il y avait des portiques entiers avec des caméras. On est flashés de tous les côtés. Donc si on n'appelle pas ça du crédit social, je ne sais pas ce que c'est honnêtement. Alors voilà, c'était un petit exemple. C'est pour montrer que rien n'est effectivement... Il n'y a pas un paradis sur Terre. Mais j'essaye de faire la part des choses entre des dirigeants qui essayent d'aller dans le sens du bien-être du peuple et du bien commun et ceux qui, de toute façon, vont faire le contraire. Et pour l'instant, a fortiori, les différents présidents américains, je place un peu Donald Trump pour l'instant un petit peu à part, quoique, mais bon, sur certains points, je ne suis pas en accord avec lui. Mais je veux dire, jusque-là, ça m'a pas... j'ai pas été porté par un élan d'altruisme de la part des présidents américains sur l'ensemble des pays du monde entier. Voilà un peu ma réponse. Alors, merci à tout le monde. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est ce que vous pensez de l'avenir. Est-ce que vous nous voyez sortir de là et comment ? Enfin, comment ? Comment on peut voir la suite ? Parce que là, l'euro numérique se pointe. On voit plus que des menaces. Ça y est, notre santé est menacée. Comment ? Parce que tout ça, ce sont des choses épouvantables, quoi, qui sont en train de se préparer là. C'est tout à fait exact. J'ai bien peur d'être un peu tranchant. Si vous voulez, soit on continue, je parle en tant que pays, là, à rester sous le joug de Bruxelles en tant que capitale politique, c'est-à-dire sous la domination de l'impérium US, et on ne s'en sortira pas, soit on sort effectivement de l'Europe en tant que capitale politique, enfin de Bruxelles en tant que capitale politique, et on aurait peut-être une chance de s'en sortir, mais je veux dire, il ne faut pas se leurrer, hein. On ne réformera pas le Parlement européen de l'intérieur. Ça, c'est d'une bêtise sans nom. Quand j'entends certains politiques, oui, on va se faire élire député, on va réformer de l'intérieur. Mais c'est du pipeau. Ils vont réformer quoi ? Le Parlement européen, il est bourré de commissaires qui prennent les décisions. Ce sont eux qui prennent les décisions. Ils ne sont même pas élus par le peuple. Les députés européens, à part une poignée de courageux, le reste, ils sont vendus. Ils sont vendus aux classes dirigeantes. Donc de toute façon, c'est simple. Ou on sort de l'Europe en tant que joug de l'impérium US, ou alors on continue à le subir. Il n'y a pas 36 millions de solutions. On subit ou on sort. Je suis désolé, mais maintenant il faut arriver à des conclusions. Enfin, je veux dire, on peut pas tergiverser, quoi. Je veux dire, ou on continue comme ça et de toute façon ça va s'empirer. C'est d'une évidence absolue. Je suis désolé, je suis pas très... Mais je dis ça avec le sourire en plus parce que je reste optimiste, parce que je pense qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, tout peut changer. Je veux dire, ça dépend d'une majorité de gens. C'est-à-dire qu'on peut tous réfléchir et rentrer dans une désobéissance civile non violente. Mais comme il y a encore une majorité de gens qui ne le font pas, bien évidemment, les choses peuvent empirer malheureusement. Ceci dit, tout n'est pas perdu. Ouais, moi, je voulais réagir aussi à M. Janvier, là, puis aux autres intervenants, qui ont notamment la personne qui a présenté Kennedy. Moi, j'essaie de faire une synthèse un petit peu de tout ce que j'ai entendu. Ce que je retiens, c'est que ce soit BlackRock ou d'autres groupes, ils sont en concurrence les uns avec les autres, mais que ceux qui sont les gardiens du temple, en quelque sorte, ceux qui sont là, parce qu'il y a une nécessité qu'ils soient là, ce sont les représentants des États, quels que soient les États. Parce que si l'État n'existait pas, l'État actuel, dans le système économique dans lequel on est, si l'État n'existait pas, tous ces groupes-là seraient incapables de mettre en place les mesures qu'on dit économiques ou politiques, qui nous écrasent de jour en jour. J'en parlais tout à l'heure à propos de ce qui se passe dans la santé, mais c'est ça. Ce sont les États qui sont garants, les gardiens du temple. Donc à un moment donné, il faut se poser la question, sont-ils bien nécessaires ? Si vous voulez, je peux faire un embryon de réponse. C'est-à-dire qu'un État est nécessaire quand même, parce que les gens ne vont pas se diriger tout seuls. Ça, j'y crois pas. En revanche,
l'État, enfin les hommes politiques ne devraient pas être des criminels. Et le problème, c'est qu'à la tête de nos institutions, à la tête de l'État, et bien trop souvent même de toutes les institutions publiques, nous avons de véritables criminels. Il faut appeler un chat un chat. Le problème, c'est qu'on est dirigé par une bande de criminels qui sont en train d'adouber d'autres criminels et de protéger d'autres criminels. Et en réalité, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'éthique. Il y a cruellement une absence de justice et d'éthique. Il est là le problème. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas une justice intègre et éthique, on ne s'en sortira pas aussi, c'est d'une évidence absolue, parce qu'à quoi sert normalement une vraie justice ? C'est-à-dire que celui qui fait un écart, il se prend une claque derrière le dos, il se dit « Ah oui, là, j'ai merdé, pardon, excusez-moi le mot. Ah oui, je vais rentrer dans le droit chemin. » Mais tant qu'on n'a pas ça, il n'y a pas de garde-fou. C'est-à-dire qu'on est dirigé, effectivement, par une bande de criminels en col blanc. Ils font ce qu'ils veulent. Ils pillent, ils s'accaparent les richesses du pays et évidemment, ils vont protéger d'autres criminels. Tout à l'heure, effectivement, Corinne et les autres intervenants, ils ont exposé les véritables criminels, mais ce sont des criminels, ces gens-là. C'est pour ça qu'ils agissent comme ça. Parce que moi, je me pose la question, mais comment on peut avoir le cerveau torturé au point de mettre au point des virus tueurs ? Faut quand même le faire, quand même, quoi. Je veux dire, être torturé, être malade mental à ce point-là, mais c'est quand même infernal, quand même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qu'il faut réaliser. C'est que malheureusement, trop souvent, on est dirigé par une bande de criminels. Ah. Et il est là le problème. Alors après, on a des États dévoyés. Et de toute façon, le chaos est directement proportionnel au manque de justice et d'éthique. Ça, c'est évident aussi. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, moi. Il paraît que dans quelques mois, nous allons avoir un kit de survie envoyé par Emmanuel Macron. Oui. Et je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce colis. Ah écoutez, soit vous le renvoyez à l'expéditeur, c'est-à-dire il y a plein de gens qui ont proposé de le renvoyer à l'expéditeur. Comme ça, l'Élysée va avoir un retour, il va pouvoir empiler les kits de survie. Ou alors vous le gardez, vous regardez ce qu'il y a dedans. Je sais pas, c'est à vous de choisir. Hein. C'est un manuel, c'est pas un kit, je crois. C'est un manuel de survie. J'ai compris que c'était un manuel. Je sais pas, kit, je sais pas.